Donc, bonjour. On va parler pour les prochains 15 minutes du panobinostat, qui est un premier membre d'une nouvelle catégorie de médicaments que l'on a, donc des outils supplémentaires par rapport à ce que l'on avait. Donc, commercialement, pas encore disponible. On souhaite que ça le soit sous peu. Au courant des dernières années, en fait, au fil du temps, vous voyez sur la flèche que vous avez, la flèche du temps, que depuis, disons, 1962, le melphalan avait été documenté à être efficace en myélome multiple. En 64, un petit cousin du melphalan qu'on appelle la cyclophosphamide ou le Prostox. En 69, la combinaison melphalan et prénisone a été rapportée à être plus efficace que ce que l'on avait auparavant. En 84, on a vu apparaître une polychimiothérapie qui était très efficace, qu'on a utilisée longtemps en régime d'induction avant des autogreffes. Milieu des années 90, l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, les biphosphonates comme protecteurs osseux pour la protection osseuse avec l'Aredia, le Zometa. Et à partir de 99, on a vu en fait arriver là, une panoplie de nouveaux médicaments avec soit une efficacité nettement supérieure ou avec des toxicités moindres que ce que l'on avait auparavant avec le thalidomide, le bortezomib, le léneldomide, le pomalidomide et plus récemment le carfilzomib qui a été accepté par Santé Canada il y a quelques mois. Donc, vous voyez qu'il y a des traitements conventionnels, des chimiothérapies conventionnelles avec les corticostéroïdes, décadron, prednisone, avec les agents alkylants, melphalan, cyclophosphamide, avec les anthracyclines qui peuvent être utilisés en myélome multiple, la doxorubicine ou encore le Calyx, et des nouveaux médicaments que l'on a depuis les 15 dernières années avec les inhibiteurs des protéasomes que vous avez beaucoup entendu parler, le bortezomib, le carfilzomib, les imides, donc immunomodulateurs avec la thalidomide, le léneldomide et le pomalidomide, et donc de nouvelles classes qui arrivent, le daratumumab, le Dr Sibak va parler tout à l'heure, l'élotuzumab, et on a plusieurs autres classes, dont des modificateurs épigénétiques ou encore des modificateurs de l'acétylation. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, une cellule provient de l'expression de ses gènes. Si j'ai les cheveux foncés, c'est parce que mes gènes dictent que j'ai des cheveux foncés. Le visage de la forme de mon visage, la couleur de ma peau, ainsi de suite. C'est la même chose au niveau cellulaire. Les cellules sont ce qui est dicté par leur bagage génétique, qui peut être modifié ou pas, mais il est dicté par leur bagage génétique. La seule chose, c'est qu'au-dessus de l'expression des gènes, on a des phénomènes ou des mécanismes qu'on appelle épigénétiques qui peuvent moduler l'expression des gènes. Donc, ce cliché-là, c'est pas tant pour vous montrer d'embarquer dans les détails, mais juste vous mentionner qu'on va parler de l'acétylation, parce que c'est le mécanisme d'action du panobinostat étant un inhibiteur d'une enzyme qu'on appelle les déacétylases. Donc, mettant ça très vulgarisé, donc vous avez à gauche les cellules myélomateuses ou un scénario 1 que vous avez en haut, que le gène A, quand il est surexprimé par les cellules myélomateuses, va donner un avantage aux cellules myélomateuses. Ou en termes d'intention thérapeutique, on a des modificateurs épigénétiques qui peuvent réduire le gène A. Donc, si le gène A est un avantage pour la cellule myélomateuse, le fait de le réduire peut devenir un désavantage pour la cellule myélomateuse et d'avoir un effet thérapeutique. À l'inverse, on a le scénario 2, un peu plus bas, on a toujours les mêmes cellules myélomateuses, où le fait d'avoir un gène B sous-exprimé est un avantage pour la cellule myélomateuse et que dans une intention thérapeutique, le fait de modifier épigénétiquement l'expression de ce gène-là, donc en augmentant le gène B, peut devenir un désavantage pour les cellules myélomateuses où ce que l'on veut, c'est de profiter des phénomènes épigénétiques pour nuire le plus possible aux cellules myélomateuses sans nuire aux cellules normales. Donc, ici, une slide relativement complexe, mais donc, ce qu'on a mentionné, c'est que le panobinostat est un inhibiteur d'une enzyme qu'on appelle donc les déacétylases. La première cible documentée pour cette enzyme-là, c'était les histones déacétylases. Les histones, ce sont des protéines qui permettent d'organiser notre code génétique pour bien fonctionner. Par exemple, dans le scénario que vous avez au milieu, on a des histones qui sont acétylées par une enzyme qu'on appelle l'histone acétyltransférase, qui permet à la chromatine, au code génétique, d'être pas trop dense, suffisamment peu dense pour être transcrit, pour être lu. Et dans le scénario un peu plus bas, vous avez le scénario inverse où il y a une enzyme qu'on appelle l'histone déacétylase, HDAC, que vous voyez en vert sur le cliché du bas, où
quand on a une déacétylation, donc on enlève le groupe acétyl, la chromatine est toute dense et pas propice à être lue. Donc les gènes ne sont pas lus dans le deuxième scénario, il y a des gènes qui sont lus dans le premier scénario. On parle des histones, mais les déacétylases s'appliquent à des centaines, voire au-dessus de 1000 protéines différentes dans les cellules. Donc, le premier rôle des déacétylases a été documenté étant des histones déacétylases, mais il y a plusieurs autres protéines dans les cellules, incluant les cellules myélomateuses, qui peuvent être déacétylées par des médicaments qui sont des désinhibiteurs déacétylases, comme le panobinostat. Ce que l'on sait, c'est que les cellules myélomateuses sont très riches en déacétylase, en histone déacétylase et en déacétylase généralement, et ça leur donne un avantage. Or, on commence à avoir des médicaments qui sont des inhibiteurs déacétylase, et quand on les utilise in vitro, en culture cellulaire, donc pas chez les patients, mais en culture cellulaire, ce que l'on voit, c'est qu'avec leur présence, on est capable de générer une mort cellulaire pour les cellules myélomateuses. La seule chose, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'en clinique, lorsqu'on utilise ces agents-là en monothérapie, on a très peu d'impact. Au courant des dernières années, donc, on a vu qu'une combinaison de médicaments, les inhibiteurs des protéasomes, ici c'est le cas du bortezomib, le Velcade, associé aux inhibiteurs des acétylases qu'on parle présentement, qui est le panobinostat, la combinaison des deux peuvent être intéressantes. Donc, vous avez entendu parler que le bortezomib était un inhibiteur des protéasomes. Les protéasomes étaient un vidangeur, un éboueur, si vous voulez, des cellules pour épurer les protéines qui sont vieillissantes, qui sont sénescentes. Donc, quand les protéasomes sont fonctionnels, ce que vous voyez en haut à droite du cliché, bien, les protéines qui sont vieillissantes, qui doivent être retirées de la cellule, vont être dégradées par les protéasomes. Et donc, quand on utilise le bortezomib, ce qu'on fait, c'est bloquer la fonction des protéasomes. Et donc, il y a une accumulation de protéines équivalentes de déchets au niveau de la cellule. Par contre, on a des voies de contournement, un peu comme sur une autoroute, où il y a des voies alternes où on peut dégrader les protéines. Donc, vous voyez au bas, on a une autre voie métabolique qu'on appelle agrésome, lysosome, où les cellules, les protéines qui sont sénescentes, si vous voulez, peuvent être dégradées par cette voie-là. Or, dans cette voie-là, les déacétylases ont un rôle à jouer pour permettre la dégradation. Donc, le fait d'utiliser un inhibiteur déacétylase va bloquer cette deuxième voie-là. La première voie est bloquée par un inhibiteur des protéasomes. La deuxième voie est bloquée par un inhibiteur déacétylase, le panobinostat dans le cas présent. On a l'étude Panorama 2, qui est une étude chez les patients qui ont un myélome multiple, récidivant, réfractaire, donc un petit nombre de patients, 55 patients, qui avaient reçu au préalable au moins 2 lignes de traitement, qui avaient été exposés aux IMID et qui ont été exposés aussi aux inhibiteurs des protéasomes, où les patients, à 100% de cette cohorte-là, étaient réfractaires au bortezomib. Donc, le point numéro 2 ici, réfractaire au bortezomib, est important pour comprendre un peu les résultats qu'on a obtenus. Les patients obtenaient donc le panobinostat, un médicament qui se donne de façon orale, par la bouche, 3 fois semaine, les semaines où l'on prend le bortezomib. Le bortezomib était donné pour les premiers cycles 2 fois semaine, puis 1 fois semaine afin de réduire les toxicités, et le décadron était donné les jours et le lendemain du bortezomib. Quand on regarde les résultats, en termes de réponse de qualité, vous voyez qu'il y avait à peu près 5,5, donc entre 5 et 6% des gens qui obtenaient des réponses partielles très bonnes, c'est-à-dire 90% et plus de réduction, si vous voulez, de la masse tumorale chez des patients qui étaient réfractaires au bortezomib décadron, et les réponses partielles, un peu plus du tiers des patients qui obtenaient des réponses globales. Les durées médianes de réponse étaient de l'ordre de 6 mois. Donc, encore une fois, on a affaire à une population de gens qui sont réfractaires au bortezomib, où on réutilise le bortezomib en combinaison avec le décadron et le panobinostat, et on va rattraper des réponses d'un ordre relativement intéressant. L'étude la plus intéressante avec le panobinostat est la phase 3 qu'on appelle Panorama 1 sur un grand nombre de patients. Donc, 768 patients ont participé à l'étude qui avaient des maladies récidivantes,
qui avaient reçu au préalable 1 à 3 lignes de traitement et les patients, par opposition à l'autre étude, n'étaient pas réfractaires au bortézomib, avaient pu y avoir accès, mais n'étaient pas réfractaires au bortézomib. Les patients étaient randomisés, un pour un, dans chacun des bras que vous voyez. Donc, le bras du haut ressemble au design de l'étude précédente, où le panominostat était donné en combinaison avec le bortézomib. Pour les 24 premières semaines, était donné bi-hebdomadaire, donc 2 fois semaine. Le panominostat, donc, donné 3 fois par semaine, les semaines où les patients recevaient le bortézomib, et le décadron donné le jour et le lendemain de l'exposition au bortézomib. Et dans l'autre bras, les patients recevaient un placebo plutôt que le panominostat en combinaison avec le bortézomib et le décadron. Passé les 24 premières semaines, le bortézomib était donné de façon hebdomadaire afin de réduire les toxicités de l'étude pour une durée limitée où au total, les patients étaient traités au maximum de 48 semaines. Dans les résultats que vous voyez ici, en termes de réponse complète, donc si on compare la colonne de droite avec la colonne de gauche, colonne de droite, colonne de gauche, vous voyez que le panobinostat améliore le pourcentage de réponses de grande qualité, qu'on appelle les réponses complètes, et que les réponses partielles étaient modestement augmentées. Les temps médians à la réponse étaient accélérés avec l'ajout de panobinostat et les durées de médiane étaient aussi augmentées, 13,1 mois versus 10,9 mois. C'est des augmentations modestes, mais il faut prendre en considération, sur l'autre tableau à droite, que l'exposition médiane au panobinostat, bortézomib et décadron était très court. On va revenir tout à l'heure quand on va parler de la toxicité. Donc, ça a été un régime où les patients avaient passablement de toxicité, où la cause majeure de l'arrêt du panobinostat a été des toxicités pour 34% des patients versus 17% dans le bras bortézomib et décadron. Donc, sur très peu d'exposition de ce médicament-là a été capable de donner des différences qui sont statistiquement significatives si on prend la survie sans progression. Donc, la figure du haut que vous avez ici, c'est la survie sans progression. Vous voyez qu'après un court suivi, le bortézomib et décadron seul avait une survie sans progression médiane de l'ordre de 8,1 mois, alors qu'elle a été augmentée de 50%, donc passant de 8,1 mois à 12 mois avec l'ajout du panobinostat, malgré que le médicament a été donné en médiane de 5 mois. Donc, relativement toxique, oui, mais relativement puissant aussi. Avec un court follow-up, on n'a pas encore de données sur la survie. En termes de toxicité, qui est un inconvénient du médicament, il y avait 2 toxicités principales, 2 groupes de toxicités principales qui étaient plus importantes avec le panobinostat. Une première, sur la ligne du bas que vous voyez, la toxicité hématologique. Dans cette étude-là, ce n'était pas tant de l'anémie, ce n'était pas tant des neutropénies, une baisse des globules blancs qui était plus apparente, mais beaucoup plus de thrombopénie. Les plaquettes, donc, préviennent les segments. Quand vous regardez au niveau des grades, les grades 4, donc c'est des plaquettes qui sont inférieures à 25 avec des risques potentiels de saignement. Le tiers des patients avaient des grades 4 alors qu'il y en avait beaucoup moins, 12% avec le Velcade, bortézomib, décadron qui avaient des grades 4. Donc plus de toxicité hématologique et surtout la raison principale pour laquelle le médicament ou le régime de médicaments panobinostat, bortézomib, décadron devait être arrêté, c'était pour des toxicités digestives. Vous voyez qu'en termes de diarrhée, donc on avait nettement plus de toxicité digestive de type diarrhée, ou des grades 3, c'est d'avoir 7 selles et plus par jour. Donc, ce n'est pas nécessairement des selles liquides, mais c'est plusieurs selles par jour qui peut clairement nuire à la qualité de vie des patients. Plus de nausées, plus de vomissements et plus de crampes abdominales avec des pertes de poids qui ont été significatives pour certains patients. Une fois qu'on mentionne ça, d'ici à avoir un traitement curatif pour le myélome multiple, à chaque fois qu'on a de nouvelles classes de médicaments, c'est toujours en soi des bonnes nouvelles. Le panobinostat, c'est le premier médicament de cette classe-là qui a été autorisé par des autorités réglementaires. La FDA a approuvé le panobinostat il y a plusieurs mois, qui est le premier membre des inhibiteurs des acétylases. Dans le bas de cette slide-là, vous voyez par contre qu'il y a plusieurs autres médicaments qui font partie de la même classe, qui sont en évaluation, peut-être avec moins de toxicité, on le souhaite, mais de toute façon, même avec le panobinostat, donc on sait clairement que c'est un médicament qui est efficace. Mais pour chaque médicament, il y a une courbe d'apprentissage. Si je me reporte au bortézomib, les premières années où ça a été utilisé, on a été passablement échaudé par les neuropathies.
Or, bien, aujourd'hui, les neuropathies, c'est toujours une problématique avec le bortezomib. Pour moins de patients, pourquoi? Parce qu'on a eu une courbe d'apprentissage. On a appris à mieux l'utiliser. On l'utilise 1 fois par semaine plutôt que 2 fois par semaine, ce qui était la norme auparavant. On n'a pas réduit l'efficacité, mais on a réduit nettement les neuropathies et les effets secondaires associés aux médicaments. On l'utilise initialement, on l'utilisait intraveineux, maintenant on l'utilise sous-cutané. Ça a permis de réduire davantage les effets secondaires, dont les neuropathies, sans changer l'efficacité. Probablement qu'une même courbe d'apprentissage va se passer avec le panobinostat pour le rendre beaucoup plus tolérable et tenter de conserver l'efficacité parce qu'on sait que c'est une nouvelle classe de médicaments qui a sa niche, qui a une efficacité. Il va falloir mieux gérer par contre les effets secondaires. C'est probablement un médicament en soi moins attrayant que des médicaments qui vont vous être présentés parce qu'en monothérapie, ils ne sont pas efficaces et qu'en combinaison, bien, sont associés à un profil d'effets secondaires qu'on va devoir apprendre à mieux gérer. Merci.